sortir de la pandémie du Covid-19, il va falloir mettre en œuvre un plan de relance socio-économique au Cameroun. Dans les villes, les groupes sociaux vulnérables affectés par la maladie. ONU Habitat est porteur d'un projet de cette nature dans les communes d'arrondissement de Yaoundé 2e, Douala 4e et Bafoussam 3e. Et cela depuis le mois d'octobre 2020. Il faut préparer un relèvement socio-économique durable. Dans un de ses messages, le secrétaire général des Nations Unies a relevé que la pandémie Covid est une pandémie urbaine. Vous comprenez donc que faire le lien entre cette maladie et l'urbanisation est clé. C'est dire donc que notre action au Cameroun n'est pas ponctuelle. Elle s'inscrit dans le temps sous le prisme donc, de la santé et du développement urbain. Le partenaire suédois, notamment l'agence suédoise pour le développement international SIDA, a cru en ONU Habitat pour accompagner donc l'élaboration des plans municipaux de gestion de cette crise sanitaire, mais surtout de préparer un relèvement socio-économique durable. C'est pour cela donc que nous pensons que pour le faire, il est important que les municipalités puissent avoir de l'information. Et avoir de l'information suppose avoir du matériel, et avoir du matériel suppose aussi des hommes formés. ONU Habitat, en partenariat bien sûr avec le gouvernement, notamment le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, ont cru donc qu'il était important qu'on décentralise cette gestion de la collecte, de l'analyse, du traitement de l'information qui vont servir et à élaborer des plans municipaux de prévention de la Covid, mais surtout du relèvement, parce que nous savons que la Covid a entraîné des pertes d'emploi, des chômages tacites, mais également réduction dans des capacités, surtout des femmes, à avoir accès à un certain nombre de facilités. Donc notre rôle permet donc de consolider la position gouvernementale dans sa vision, de réduire donc l'exposition à cette maladie, mais également de préparer les jeunes à risque à mieux s'outiller pour contribuer à l'économie locale. Dans la mise en œuvre effective du projet, plusieurs institutions nationales et internationales mettent à contribution leurs compétences, leurs expériences. Premièrement, on travaille très étroitement avec le ministère Mindu et plutôt le programme de gouvernance urbaine. Alors nous avons tout planifié ensemble, c'est vraiment un projet qu'on fait complètement ensemble. Et puis nous travaillons aussi beaucoup avec les agences des Nations Unies. On échange des idées et on teste en fait les détails et les étapes du projet avec eux et ils nous fournissent des feedbacks et des inputs et on assure qu'il y a une complémentarité tout le temps. On ne répète pas les activités. Puis nous travaillons bien sûr avec les maires et les mairies. Alors, toutes nos activités sont avec les mairies et pour les mairies en même temps. Et comme c'est une approche participative, nous travaillons aussi avec les groupes communautaires. Et ce sont des représentants des groupes de femmes, des jeunes et des personnes handicapées. Alors nous voulons toujours entendre leur avis et leur perspective sur les activités. Ils ont toujours invité à participer. Et au niveau du personnel, nous travaillons aussi avec les UNV, les bénévoles des Nations Unies. Alors nous avons invité 3 personnes de joindre notre équipe. Alors ça va commencer en janvier, notre partenariat avec eux. Est-ce que les contacts que vous avez avec les mairies, qui sont en réalité vos cibles, est-ce que vous avez l'impression que ces mairies-là sont intéressées? Ils sont très intéressés et ça donne beaucoup d'inspiration pour nous aussi parce qu'ils ont motivé, ils sont intéressés, ils sont vraiment engagés. C'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Dans le cadre de ce projet, dont l'objectif est de ne laisser personne de côté. Le MINAT a été contacté et nous sommes partenaires pour le projet, justement pour apporter notre savoir-faire, surtout dans le cadre des missions de la protection civile. Parce que, en fait, ici, le projet va cibler des populations qui sont vulnérables, c'est-à-dire les personnes déplacées internes, des conflits tels que, pour le cadre de Douala 4, par exemple, on a des personnes déplacées internes issues du conflit
de la crise du nord-ouest et du sud-ouest. Pour le cadre de Yaoundé, c'est des populations qui sont touchées par des inondations, autant pour le cadre de Douala. Alors, ce sont des populations vulnérables parce qu'au sein d'elles, on a des vieillards, on a des femmes enceintes, on a des populations jeunes. Alors, comme le projet voudrait donc les prendre en compte et essayer de les accompagner justement dans le cadre de leur vulnérabilité. C'est pour ça que le MINAT, à travers la protection civile, a été sollicité justement pour ce projet. Par exemple, pour ce qui concerne les personnes déplacées internes, c'est le MINAT qui s'occupe de tout ce qui est recensement avec ses partenaires comme OCHA. C'est nous qui nous occupons du recensement, de leur localisation géographique et même de leur prise en charge. La première prise en charge, c'est le MINAT qui le fait. Comment on procède? On procède comme ceci. On va à travers justement les autorités administratives, à travers les chefs de quartier, les chefs de village, les chefs de bloc. On essaye de nous organiser de telle façon que ces autorités-là qui sont les plus proches possibles des populations puissent savoir, puissent recenser et voir non seulement quel est le nombre de populations qui viennent sur le terrain, mais aussi quels sont leurs besoins. D'ailleurs, il y a à cet effet des missions comme le MIRA qui sont dépêchées par OCHA qui viennent sur le terrain et qui nous permet justement de recenser tous leurs besoins. Alors, ce sont ces données-là qui sont utilisées justement par le projet dont on parle et qui vont permettre justement d'accompagner avec certains financements et de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut toucher de façon précise les besoins de ces populations vulnérables sur le terrain. Avant, sous la conduite d'ONU Habitat, des études préalables des comportements se sont déroulés dans les 3 communes pilotes, Yaoundé 2e, Douala 3e, Douala 4e et Bafoussam 3e. Pendant ma descente sur le terrain, à Yaoundé 2, marché Madagascar, j'ai rencontré des femmes. Je leur ai posé des questions par rapport aux mesures barrières. Bon, il y en a qui portaient le masque, d'autres pas parce qu'il n'y en avait pas assez dans ce marché. La commune de Yaoundé 2 avait déjà un dispositif au niveau du marché Madagascar pour les lave-mains. Mais ce n'était pas tout le temps ravitaillé en eau. Oui, donc c'est ce que les femmes me disaient, c'était pas tout le temps ravitaillé en eau. Et il manquait aussi du savon. Par contre, au marché Mabanda à Douala, le régisseur du marché avait pris soin de poser les lave-mains. Bon, ils étaient aussi accompagnés de la commune et des ONG. Voilà. Donc là-bas aussi, les femmes ne portaient pas vraiment le masque, quoi. Donc parfois, elles n'étaient pas sûres vraiment que la maladie existait par rapport au recueil des informations que j'ai eues là-bas. Et à Bafoussam? À Bafoussam, oui, il y a des femmes aussi qui ne portaient pas le masque parce qu'elles n'en avaient pas. Elles n'avaient pas les moyens pour se faire des masques. Les femmes ont eu beaucoup de problèmes pendant cette pandémie parce que déjà, le marché, ça ne passait pas. Les produits étaient rares et ça n'arrivait pas comme avant puisque les frontières étaient fermées. Donc, ils ont vraiment eu beaucoup de problèmes pendant cette... Le choix des cibles ne s'est pas fait au hasard. En avant, on a mis sur la table la question de vulnérabilité. Les communes pilotes bénéficient de ce fait de la remise du matériel informatique. Le premier critère, c'était la prévalence de la maladie. Au moment où nous choisissions, c'était les communes qui étaient les plus affectées. Mais à cela, il faut greffer un autre paramètre. Nous savons que dans Douala 3, nous avons les personnes déplacées du Nozo, donc c'est aussi un groupe vulnérable. Vous avez double vulnérabilité. À Bafoussam 3, vous avez les populations déplacées de la catastrophe de Ngouaché. Et à Yaoundé 2, vous avez une population que je disais pas vieillissante, mais du 3e âge en grand nombre. Donc il faut donc, sous ce prisme-là, regarder à la fois la question sanitaire, mais la question de vulnérabilité que nous pensons que les communes vont nous aider à définir. Parce que le rôle de l'État et des Nations Unies, c'est d'accompagner les groupes vulnérables pour ne laisser personne pour compte. Et il se trouve donc que cette action vise à aller vers ces personnes qui semblent être laissées pour compte, pour qu'ensemble on réfléchisse. Et c'est pour ça que ces actions
d'ordinateurs seront accompagnés par des accords que vous avez relevés. Et ces accords donnent le canon et la main libre au maire de travailler pas avec toutes les populations de sa commune ou de leur commune, mais de travailler avec des populations des quartiers pré-identifiés, parce que les ressources n'étant pas énormes, il a fallu donc commencer avec 1 ou 2 communautés par site, et donc d'avoir une gestion décentralisée et avoir un petit fonds vraiment de mise en œuvre du plan d'action qui sera élaboré de façon participative avec la société civile. Comme dans toutes les organisations humaines qui se respectent, le projet de mise en œuvre d'un plan de relance socio-économique Covid-19 dans les villes est assis sur un procédé de suivi-évaluation. C'est d'autant plus que les municipalités pilotes signent avec ONU Habitat des accords de renforcement de leurs efforts dans la lutte contre la maladie à coronavirus.